Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la preview de la semaine 14 et comme toujours je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on va être totalement transparent, on enregistre cet épisode vendredi matin très tôt. On va attaquer directement avec le Thursday Night Football de la nuit dernière que j'ai regardé qu'en résumé. Honnêtement, quand j'ai vu l'affiche, on avait un peu prévenu dans le rewind de la semaine 13, mais c'était pas possible de se lever à 2h du mat pour regarder ça. Non, et t'as regardé 15 minutes de plus du match que moi, en regardant le résumé. Je regardais le résumé ou le condensé dans la journée, mais transparent, j'ai absolument rien regardé. Par contre, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'actions et que c'était beaucoup plus offensif que ce qu'on pensait. Ouais. Et voilà, j'ai vu juste moi que Zeke avait fait un bon match, bien. Que ce soit au niveau de l'attaque, mais aussi il a sauvé un pick six qui a peut-être sauvé le match. Et voilà. Non, bah écoute, je vais te résumer le résumé, mais Pittsburgh, globalement, la mission pour eux, elle était simple. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu quand même le résultat, je vais le donner. Les Pats se sont imposés 21-18 sur le terrain de Pittsburgh. Pour eux, c'était très très simple. Il n'y avait pas beaucoup de menaces à surveiller. Globalement, t'avais Zeke Elliott qui était tout seul au sol. Ils ont réussi à lui laisser un TD. Il y avait Hunter Henry, qui est la seule cible fiable des quarterbacks des Patriots depuis 2 ans à surveiller. Ils l'ont laissé marquer. Et en face, en attaque, ils avaient pas Kenny Pickett, c'est Trubisky qui commençait. Ils avaient une mission, lui rendre la tâche facile en imposant le jeu au sol. Ils ont commencé le match en le faisant lancer, avant de se dire que de courir pouvait être bien pour lui laisser de la place. Défaite méritée pour Pittsburgh. Franchement, ils ont pris le match à l'envers de ce qu'il fallait faire et ils l'ont payé même contre une équipe qui était faible. Voilà. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup en commentaire à cet épisode, mais je ne comprends pas. Il y a vraiment, c'est une fois qu'ils se sont mis à l'endroit et qu'ils ont commencé à faire ce qu'il y avait à faire qu'ils ont pu revenir un peu, mais le mal était déjà fait et malheureusement Pittsburgh n'est pas assez une attaque de feu pour se permettre de commencer le match avec 2 TD de retard, quoi. Ouais, clairement, je suis d'accord. C'est pas trop ça du tout. Mais voilà. Au niveau comptable, ça met les Steelers en 7-6 et du coup en grand danger dans cette AFC vu qu'il y a, je crois, 4 ou 5 équipes qui sont en 6-6. Donc voilà, c'était le match qui normalement devait leur permettre de continuer à avancer tranquillou. Là, ils viennent d'enchaîner défaite contre les Cards, défaite contre les Pats. C'est le genre de série, honnêtement, qui je pense va coûter les playoffs. Là, aujourd'hui, ils sont plus en playoffs. À l'heure actuelle, ils étaient cinquième. C'était la première équipe non vainqueur de division à faire les playoffs. Ouais. Hier, avec leur défaite, il y a les Browns, les Colts et les Texans qui leur passent devant. Alors oui, effectivement, faut qu'ils jouent, faut qu'ils gagnent, mais voilà, c'est quelque chose à surveiller. Tu la sens venir la saison de Mike Tomlin bien positive, mais encore pas de playoff, genre. Là, j'ai un doute sur le positif maintenant parce que quand tu perds contre les Cards et quand t'étais en 7-4, t'as Cards Patriots qui arrive, tu te dis ok d'accord. Enfin normalement t'es en 9-4 à la fin de la semaine 14. Au moins un des deux s'il y a un accident. Voilà. Et là au final t'es en 7-6. T'as 10 jours où tu vas gamberger un peu les 2 défaites avant le prochain match. Le prochain match, je sais pas contre qui il est. Faut que je regarde. Mais ça fait un peu, c'est pas que ça me fait peur parce que je suis pas fan des Steelers, mais voilà, c'est pas fabuleux. C'est décevant et on s'attendait pas à ça. Et du coup là, ils jouent 2 rivaux pour la qualif. Ils vont jouer à Indianapolis contre les Colts et ils reçoivent les Bengals. Ouais, à Indianapolis, ça va pas être facile du tout. Ouais. J'ai vu la forme d'Indianapolis. Là, tu m'as dit après c'est les Bengals. Ouais. Et après 2 déplacements Seahawks Ravens. Ouais. Pour être en positif, faut gagner 2 des 4. Ouais. Ou faire un nul. Globalement, si tu perds contre les Colts, la fin de saison risque d'être compliquée, je pense. Une victoire, un nul, 2 défaites, t'es en positif. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours un match nul qui est une option. Après, ils peuvent faire que des matchs nuls. Ils peuvent faire que des matchs nuls jusqu'au bout. Ils sont en positif. Ouais, mais malheureusement,
les 0-0, c'est plus réservé aux Patriots. Bon Alex, du coup, je vais te laisser la main pour le petit instant promotionnel avant qu'on passe à la preview, puisque la Game Zone approche et que tu fais ça très très bien. Effectivement. Du coup, on a annoncé la Game Zone le 14, donc jeudi 14 jeudi 14 20h30 avec une des équipes dont on va parler aujourd'hui dans les Focus équipes. Et donc du coup, on aura le représentant de Bucks France, le représentant de Chargers France, France des Fantasy Bowlers que vous avez déjà vu pas mal de fois, et Bon, Jérôme, toujours. Coup, voilà. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup aimé la petite punchline d'Elio sur Twitter qui m'a qualifié d'All-Star de la loose. Je vais porter ce titre avec fierté. Je pense que je le mettrai dans mon nom pour la prochaine Game Zone. J'ai hâte. Mais je t'introduirai de cette manière. Comme ça, tu seras content. Bon, en tout cas, j'en profite pour faire un coucou à nos camarades des Fantasy Ballers. Je suis passé sur leur live hier soir. C'était très très sympa. Enfin, passé sur leur live. J'étais dans le chat sur Twitch. Donc, si vous avez pas pu voir ça en live hier soir, vu que ils font souvent ça assez tard et que voilà, il y en a certains qui font la sieste avant de regarder le match de la nuit. N'hésitez pas à aller voir leur épisode en replay. Il est sur YouTube, il est sûrement sur les diffusions récentes de Twitch. Donc voilà, allez-y, c'était vraiment sympa, mené d'une main de maître par Alex des Bowlers et Lucho qui était là avec notre ami Joe Gactou. Voilà, qui était leur invité du soir. Donc vraiment épisode très sympa à consommer. Alex, nous tu l'as dit, on a un gros programme pour cette preview, des focus équipe, un match de la semaine. Ça va être l'heure de passer au preview de la semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et comme toujours, on attaque avec la rencontre sur laquelle on a décidé de passer un peu de temps. Pour varier un peu, on aurait pu mettre encore une des grosses affiches de la NFC, mais on est de retour en AFC avec les Bills en 6-6 qui vont sur le terrain des Chiefs en 8-4. C'est un match où, si on en avait parlé avant le début de la saison, on espérait voir les deux équipes lutter pour le haut de l'AFC. Là, on commence à se poser des questions. Mais clairement, parce que t'as un monde où normalement les Chiefs et les Bills sont en 10-2 avant ce match-là, ouais. Et s'affrontent pour la tête de la la conférence. Alors on pouvait penser que les Bills, moi je pouvais penser que les Bills allaient être un peu plus en difficulté cette saison parce que les Jets étaient censés être bien meilleurs avec Aaron Rodgers et les Dolphins étaient censés être, enfin ils sont très bons, point. Oui. Donc voilà, donc je pense qu'on pouvait s'attendre à ce que les Chiefs soient en 6-6, à ce que les Bills soient en 6-6. On avait un peu du mal avec le coaching aussi nous de notre côté, mais ça c'est un autre sujet. Quoique, ils ont viré leur coordinateur offensif. Donc il y a pas mal de choses qui ont été changées côté Bills cette saison et le 6-6 reflète un peu bien, je pense que de plus en plus de gens ont comme vision des Bills. C'est une équipe qui a du potentiel, mais en fait, est-ce qu'elle en a vraiment? Et les Chiefs de leur côté, 8-4, il y a eu un début de saison difficile, notamment avec la défaite contre les Lions en ouverture. Il manquait Travis Kelce, il manquait Chris Jones, alors c'est des circonstances atténuantes, on va dire. Sauf que là, sur les 4 derniers matchs, comme j'ai dit lors du preview, du rewind, que sur les 4 derniers matchs, ils étaient en 2-3. Alors non, effectivement, sur les 4 derniers matchs, ils étaient en 2-2 avant, et du coup, sur les 5 derniers matchs, ils sont en 2-3, les Chiefs. Je trouve que c'est un match qui est dangereux pour les deux équipes, parce que si les Chiefs perdent, eux encore, j'ai l'impression que leur division, elle est à peu près assurée. Il y a pas grand monde, quoique. Non, mais les Broncos sont pas mal, les Riders sont encore en vie, mais tu sens que ces deux-là vont pas enchaîner et que les Chiefs sont la div. Ce que je vais te dire, c'est que si les Bills gagnent, ils sont en 7-6. Si les Chiefs perdent, du coup, ils sont en 8-5. Les Broncos sont sur une bonne dynamique et ils sont en 6-6 aujourd'hui. S'ils gagnent, il sera une victoire des Chiefs avec un tiebreaker dont je me souviens pas trop. Parce qu'ils ont tous les deux gagné un match, donc je sais plus la différence. Je crois que les Chiefs sont quand même devant. Faudrait que je vérifie. Mais voilà, c'est
dangereux pour les deux équipes. Les Bills, s'ils perdent, leurs chances de playoff, elles vont être très 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 faiblardes sur le reste de la saison. Et les Chiefs, les playoffs sont quasi assurés, mais non, attention. Ouais, tu l'as dit, il y a d'une part le bilan comptable. Pour les deux équipes, c'est 2 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Donc en cumulé 4 victoires sur les 10 dernières rencontres jouées par ces deux équipes. C'est pas du tout les standards attendus par des contenders. Et il y a des gens qui vont nous dire, ouais, vous êtes dur avec les Chiefs, ils sont en 8-4. Ok, mais au-delà du comptable, sur le terrain, ce qui se passe, c'est nul. Il y a rien de rassurant. On l'a dit, on l'a répété. Je pense que Mahomes a la meilleure défense qu'il a jamais eu de sa carrière de titulaire. Vraiment, c'est solide dans le front seven. Les cornerbacks sont vraiment très bons. Genre la saison de Trent McDuffie, elle est incroyable. Mais ça va pas. Déjà, on voit Kelsey comment il est toujours excellent, mais il commence un petit poil plus à faire son âge. Voilà, il est toujours dominant, mais pas au point où il a pu l'être les 3-4 dernières années. Il est tout seul. Ouais, Pacheco, Enfin, oui, tout seul. Je vois ce que tu veux dire. À côté de lui, il a pas... il y a plus Tyreek, quoi. Non, mais sans parler de Tyreek nécessairement, qui est peut-être le meilleur receveur de la ligue, mais aujourd'hui... Tu pourrais, c'est un débat qui est venu. Il y a des gens qui ont commencé à dire, on voit Tua qui brille avec Tyreek, Mahomes qui a plus de mal. Est-ce que Mahomes avait un peu fait Tyreek, ou est-ce qu'au final Tyreek a pas un peu fait Mahomes? Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Mais tu vois, le fait que des gens puissent se poser la question, te fait dire que quand même, avoir un receveur, on en reparlera plus tard de Tyreek Hill, qui est impossible à marquer, forcément, ça aide un quarterback. Genre là quand tu vois les squads, bon, Rashee Rice, moi j'aime bien, mais j'espère que c'est pas sur lui qu'ils basent tous leurs espoirs immédiats, même s'il a du potentiel. Après derrière, bon, Kadarius Toney, c'est bien, les 33% de matchs qu'il joue en carrière, il est bon, mais il en joue 33%. Pacheco, j'aime beaucoup sa façon très nerveuse d'agresser le sol quand il court, mais le gars, ça fait 10 matchs qu'il est titulaire et il commence déjà à accumuler les blessures, enfin. Vraiment, moi, je suis rassuré par aucune de ces deux équipes. C'est un peu compliqué. Donc, je te propose qu'on garde le prono quand même pour tuer une warning. Hein. Ça nous réussit bien en ce moment. On va passer. Ouais, on est un peu rapide aujourd'hui. Il y a des impératifs de temps pour tous les deux. Donc voilà pourquoi on détaille un peu. On détaille pas spécialement. On a bien détaillé. On a fait 15 minutes sur 2 matchs. C'est déjà bien. Bah ouais. Pour info, on va aller un peu plus vite que d'habitude pour cette raison. En théorie, soyons transparents dans l'autre sens. On avait prévu au début de la saison que toutes les previews feraient une demi-heure, entre 30 et 35 minutes. On s'était mis 30 minutes en se disant, allez, 5 minutes de plus de battement, et c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. On est plutôt parti sur des bases, on fait 45 minutes à chaque épisode, et où des fois on se dit, bon, on devrait faire plus court. Là, on rentre dans les standards qu'on avait les 2-3 premières semaines. Exact. Et honnêtement, les focus équipes de cette semaine ne sont pas sur les franchises les plus intéressantes à suivre cette saison en tout cas. Oh, je rappelle qu'on a Bucks France la semaine prochaine avec nous. Oui, alors attention, Bucks France, les dernières années, il y avait Tom Brady, on a passé du temps à parler d'eux. Là, je mets pas un tacle à Bucks France. Il y a mes titans malheureusement dans les focus équipes. On va commencer par les Bucks quand même, qui sont en 5-7 à l'heure où nous parlons. Et globalement, c'était assez compliqué pour eux. La dernière intersaison, c'était le départ de Tom Brady. Donc fallait un peu assurer cette transition post-Brady, avec quand même un bon nombre de cadres du Super Bowl qui étaient encore là. Et très clairement, ils n'étaient pas partis dans l'optique d'une reconstruction immédiate, puisque le plan ne s'est jamais appelé Kyle Trask. Ils sont allés chercher Baker Mayfield, donc un QB qui connaissait déjà la ligue, pour assurer cette transition. Ça me fascine, moi, ça. De drafter Kyle Trask fin de 2e tour et de ne jamais lui donner sa chance. Vraiment, je ne comprends pas comment un quarterback pris en jour 2, n'a jamais sa chance, ouais. Non, c'est... n'importe quoi, je trouve, surtout quand t'avais... à un moment, ça faisait jouer du Blaine Gabbert, ça faisait jouer là maintenant Baker Mayfield. Et il y a un moment... C'est ça, si encore à l'intersaison, t'avais eu l'opportunité d'aller sur
sur un middle plus, tu vois. Je suis pas fan et je dis pas que c'est vraiment au-dessus, mais si t'avais, je sais pas, du Derek Carr, du Jimmy Garoppolo, qui sont quand même des QB vus je pense, dans un tiers au-dessus Baker Mayfield, pour l'instant, sur leur carrière, j'aurais dit, allez, pourquoi pas, t'as des bons receveurs, t'as un Rashad White au sol, t'as encore des cadres. En vrai, tu prends un Derek Carr, enfin, tu vois. Non, mais sur le principe. Oui, je suis totalement d'accord. Au final, moi, je préfère aujourd'hui avoir Baker Mayfield ou Gardner Minshew que Derek Carr. Mais voilà. Mais à l'intersaison dernière, tu pouvais pas dire ça. Exactement. 100% d'accord. Et du coup, ça avait commencé par un bon début de saison, et puis plus rien. Genre, ils avaient gagné 3 de leurs 4 premiers matchs. Depuis, c'est 2 victoires seulement sur tout ce qui s'est joué. Et honnêtement, allez voir le nombre de points marqués par cette équipe, c'est ça le plus alarmant. Semaine 5, défaite contre les Lions en marquant 6 points, puis défaite contre les Falcons en marquant 13 points, défaite contre les Bills en marquant 18 points, le match contre les Texans, qui est l'anomalie, défaite quand même, mais 37 points. Derrière, ils battent les Titans, mais en leur mettant que 20 points. Ils perdent contre les Niners, 14 points. Défaite contre les Colts, 20 points. Victoire contre les Panthers, 21 points. En fait, ils peuvent battre que des équipes vraiment faibles en phase 2. Et surtout, cette attaque qui donnait l'impression, les 4-5 premières semaines, de bien avancer, parce que Mayfield en confiance, Mike Evans, Chris Godwin. Là, il se passe pas grand chose, quoi. Le calendrier est facile et pourtant t'es en 5-7. Je suis d'accord. Après, moi je trouve que le 5-7 c'est mieux que prévu. Parce que je m'attendais à bien pire. Ok. Mais je trouve que c'est différent de ce que je pensais. Je pensais que ça allait, comme tu le dis, je pensais que ça allait marquer plus de points et que ça allait en prendre plus. Et au final, pas spécialement. Et en fait, t'as toujours, et ça va un peu mener sur le match de la semaine, mais t'as toujours une chance d'aller accrocher les playoffs. Parce que t'es en 5-7, ok, mais le leader de division, il est en 6-6. Et tu vas jouer tout le monde, de toute manière. Donc tu peux, je crois que s'ils gagnent tous leurs matchs, attention. Mais, en gros, j'ai l'impression que tout le monde a le destin entre leurs mains. Les Saints, les Falcons et les Bucks. Donc, techniquement, tu peux aller en playoff. Et là, cette semaine, tu te déplaces sur le terrain des Falcons. Et, bah, du coup, pour moi, le match, il est limite plus important pour les Falcons que pour les Bucks. Parce que les Bucks, j'ai pas l'impression que l'objectif, là, tout de suite, ce soit de gagner. Alors que les Falcons, Arthur Smith, il faut qu'il se bouge le derrière. Ouais. Parce que si ça gagne pas et qu'il va pas en playoff, je ne pense pas qu'il reste là l'année prochaine. Et donc je pense que si tu gagnes ce match-là, t'es quasi sûr d'aller en playoff limite. Et enfin, j'exagère parce qu'il y a les Saints aussi et voilà. Mais voilà. Non mais je vois ce que tu veux dire. Après, je pense vraiment que les Bucks veulent gagner aussi. Déjà parce que quand tu regardes leur calendrier, tous les matchs sont prenables. Et j'ai bien aimé ta déclaration d'entraîneur de Ligue 1, de si on gagne les matchs, ce sera des belles victoires et on va avancer. Mais c'est particulièrement vrai quand on voit le calendrier des Bucks, quoi. Là, ils vont chez les Falcons, donc quel leader de division en 6-6. Ils vont chez les Packers, qui sont à la lutte aussi pour un siège de playoff. Et attention. Ah ouais, parce que ils sont à une victoire aussi des sièges de playoff. C'est ce que j'allais dire. C'est en 6-6. Cauchemar possible, mais on pourrait avoir 2 équipes de NFC Sud en playoff. Alors, je pense qu'on peut même en avoir 3. Ah non. T'as un oui, monde. Oui, il y a un monde où il y en a 3, je suis d'accord. Elle est très petit, hein. C'est dans un multiverse caché, etc. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, après ça, il y a quoi après les Packers? Après, t'as Jaguars à la maison, Saints à la maison, déplacement sur le terrain des Panthers. Ouais. Mais oui, là, on parle de qui? Des Bucks. Ouais. Les Falcons, je sais que le calendrier, il est abordable aussi, et les Saints, ça doit pas être ultra compliqué non plus. De toute façon, le truc, c'est que quand t'es en NFC Sud et que tu te joues entre équipes de NFC Sud, t'as forcément un monde où tout le monde en gagne un et s'en sort pas mal. Oui, bah pareil, tu regardes le calendrier des Saints, ils reçoivent les Panthers, ils reçoivent les Giants, ils vont sur la pelouse des Rams, ils vont sur celle des Bucks, ils reçoivent les Falcons, enfin... Oh, le cauchemar, je commence à voir ton multiverse où il y a 3 équipes de NFC Sud qui y vont. Déjà, s'il y en a 2, ce sera pas mérité, je vous le dis. Déjà s'il y en a qu'il y en a une. Non, en vrai, là, pour l'instant, le une, si, parce qu'ils sont au même niveau que les autres équipes qui sont en playoff. L'année dernière, il y avait personne qui méritait. Non, mais en vrai, ils peuvent aussi espérer qu'il y ait une équipe avec un bilan positif parce qu'ils s'affrontent entre équipes de merde.
ils ont de la chance d'avoir une div vraiment éclatée. Genre, au bout d'un moment, t'es les Seahawks, tu commences à galérer, bah ouais, bah tu regardes autour de toi, t'as les Rams qui sont accrocheurs et les Niners, bah oui, ça coûte des victoires. T'es dans la div des Cowboys et des Eagles, bah oui, t'es les Cowboys qui s'en sortent bien, faut quand même jouer 2 fois les Eagles. Enfin, il y a des trucs chiants pour les autres équipes. Eux, ils sont là, ils se regardent. Bon, les gars, on est tous nuls, mais si on s'en sort bien, il y en a peut-être 2 d'entre nous qui vont y aller, continuons à être nuls. Et, en plus, le plus terrible dans cette div, c'est que t'as 3 équipes nulles et une équipe très très nulle qui, normalement, donne des victoires aux autres équipes juste nulles. Tu vois, c'est... Ils ont battu qui, les Panthers, cette année? Je sais plus. Je vais aller regarder. Franchement, Ce serait... Enfin bref, je vais regarder. On peut normalement, pas les Titans. C'est un des matchs que je les imaginais gagner. Mais ils ont pas réussi, donc... Non, je me rappelle plus de leur vie. Ah si. Ils ont battu les Texans. Les Texans. Tu sais quoi, ça c'est l'orgueil. Vraiment, c'est l'orgueil de Bryce Young qui s'est dit, vous me faites chier avec votre CJ Stroud, il va peut-être m'éclater partout, mais je vais lui chercher je vais lui mettre la défaite qui lui empêchera d'aller en playoff. C'est ça. C'est moi le meilleur. Voilà, les gens ils se diront que c'est à cause de moi. Allez, focus équipe, et le bonnet c'est pas pour rien. 2 raisons à ça. Je m'étais pas coiffé, et on va parler des Titans. Des Titans qui sont en 4-8. Oh là là là. Et franchement... Vas-y, je peux commencer si tu veux. Vas-y. Je peux commencer à parler parce que pour moi, votre ambition, c'était encore de tenter quelque chose pour rien. C'est toujours la même chose, ça fait 2 ans que c'est pareil. On se dit, on a notre QB d'exception en Tannehill. On a notre running back de la jeunesse en Derrick Henry, et on a des bons joueurs défensifs qui font en sorte que on peut le faire. Jeffrey Simmons, Byard aussi, qui était c'est des très très bons joueurs. Et en fait, comment dire, ça, le but c'était ça passe ou ça casse, et ça casse. Ouais. Et il y a eu un trade de Byard. Ils auraient pu trader plus, à mon avis. Tannehill, quand on voit que Dobbs a été tradé aux Vikings, qui avait perdu du monde, je pense que Tannehill, il y a un monde où tu pouvais le trader aux Jets, peut-être pour pas grand chose, quitte à manger un peu de salaire et en prenant un meilleur pick. Ouais. Derrick Henry, ça en parlait notamment beaucoup, je crois, aux Ravens pendant un moment. Pourquoi est-ce que tu t'en sépares pas, même si sur les derniers matchs, effectivement, c'est intéressant, ça ramène des gens dans les tribunes. Donc il y a peut-être une prérogative économique qui fait en sorte que y a ça, mais du coup t'es encore en 4-8. C'est encore des bilans comme ça pas ouf, et qui vont t'amener à rien. Et je dis encore, mais en vrai, parce que j'ai l'impression que ça fait 3 ans que c'est la même chose. Alors qu'il y a 3 ans, c'était leader de division, leader de conférence, je crois même. Oui. Ensuite, l'année dernière, c'était ça se battait jusqu'à la dernière journée pour aller en playoff, mais c'était pas folichon non plus. Et là, cette année, c'est pas top. Et ouais. Pour ça, je vais nuancer très très légèrement ce que t'as dit au début sur les 2 ans où c'est pas bon. Je comprends que l'année dernière, on ait tenté le run parce qu'on sortait de 3 saisons, on allait en playoff, dont une où on avait été leader de conf. Mais on a raté le virage, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai dit à l'intersaison, je l'ai répété les fois où on a pu parler des Titans, et je vais le redire là. Le virage, il aurait dû se faire à la dernière intersaison. L'échec de la saison dernière était pas juste un échec circonstanciel en mode on a eu des blessures, on a des 4 qui vont revenir, on draft tellement bien qu'on peut se permettre de... Non, le virage fallait le faire à l'intersaison dernière. On n'a pas su le faire, on a voulu retenter un run autour d'un Tannehill qui allait nulle part, d'un Derrick Henry qui était au top de sa valeur, et d'un front seven qui était bien abandonné par le fond de terrain, notamment les cornerbacks. Ouais. Et au final, on se dit, ok, on commence un peu ce virage-là, comme tu l'as dit, on trade Byard, mais genre on le fait avec le pied sur le frein, en mode nostalgie. Et surtout, t'as tradé Byard pour rien. Ouais, mais à la limite que tu le trades pour rien, des équipes qui reconstruisent parce que et qui ont pas les assets qu'ils veulent, mais qui font juste un nettoyage. Ok, de toute façon, en NFL, tu peux prendre, il y a 7 picks tous les ans, à toi de... mais là, le trade, il est cata. C'est encore les Eagles. J'ai l'impression que c'est le mec dans ta fantasy qui récupère toujours des joueurs pour rien du tout. Bon, en l'occurrence, dans certaines ligues, c'est moi. Tu vas toujours voir la même. Ouais, voilà.
Et en fait, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps, voilà. Ils ont récupéré A.J. Brown pour, j'ai envie de dire une poignée de cacahuètes, mais en vrai, enfin, un peu plus quand même. Ouais. J'exagère. Mais voilà, quand tu vois les travaux qu'il fait au niveau des Eagles, tu te dis, mais quel vol, quoi. Et là, tu vois Beard qui est parti. Alors, j'ai pas trop fait attention à comment ça fonctionne pour Beard côté Eagles, mais quand je vois comment ça fonctionnait au Titan, rien que de le perdre pour je crois que c'est un 5, un 6 et un autre joueur dont j'ai perdu le nom. Ouais. Je trouve ça triste. Et c'est surtout, tu vas, une fois que t'as commencé ça, genre, t'arrêtes pas, comme tu l'as dit, Tannehill, franchement, quand tu vois le nombre de QB blessés cette année, il doit plus être dans l'effectif, surtout si c'est pour faire jouer Will Levis derrière. Sachant que t'as Malik Willis en 3e QB, franchement, pour finir la saison, tu pouvais avoir Willis en 2 et transférer Tannehill. Derrick Henry, on le répète, avant qu'il se pète totalement, avant qu'il y ait plus de gaz, c'était le moment de le transférer, il fallait le faire à l'intersaison dernière, ou au pire là, mais tu le gardes alors que t'as drafté Tyjae Spears, qui est très très bon, qui est très explosif, qui fera très bien le boulot, donc vraiment je suis un peu dégoûté parce que quand une équipe commence à pas fonctionner, c'est là où les dirigeants doivent le sentir, c'est là où les dirigeants doivent anticiper le virage. Et là, on va se retrouver à faire le virage avec 1 an de retard, alors qu'en fait, c'était à la dernière intersaison qu'il fallait le faire. Et j'avoue que quand tu rates un virage aussi gros, surtout sur une saison comme celle-ci, où il y avait des vrais besoins, où c'est très ouvert et où tu aurais pu avoir des bonnes contreparties, c'est une faute professionnelle. Ouais, je suis d'accord. Et ça va pas aller en s'arrangeant cette semaine, Alex, puisque mes Titans jouent contre tes Dauphins. Objectif pour les Titans, empêcher Tyreek Hill d'atteindre les 250 yards sur ce match. Mais je pense que malheureusement, le scénario de match fera en sorte que Tyreek Hill va pas beaucoup jouer en deuxième mi-temps. Je suis pas d'accord. Je pense que nous sommes le match parfait pour l'aider à atteindre les 2000 yards. Et je pense du coup que vu que les Titans auront plié le match, ça m'étonnerait pas. Les Dolphins, contre ces Titans vont plier le match. Je n'aurais aucun problème à imaginer Tyreek 3e et 8 tenter une bombe de 60 yards avec nos 4 cornerbacks qui courent là comme ça derrière Tyreek et Tyreek qui leur fait coucou après la réception. Non, vraiment, je serais surpris que Tyreek fasse pas au moins 150 yards sur ce match. En fait, je pense aussi que s'ils se disent on veut pas se faire humilier par Tyreek, ils se feront humilier par Waddle. Après, autre scénario, et peut-être que nous avons tous les deux raison, peut-être que Tyreek aura 150 yards à la mi-temps et que du coup il jouera pas beaucoup en deuxième. Ouais, je pense. Après, quand on voit comment les Dolphins ont voulu exterminer les Broncos quand ils les avaient exterminés, tu peux te dire que là, il y aura pas de pitié non plus, et qu'ils veulent être l'équipe qui met le plus de yards, le plus de points d'une saison, et qu'on parle de toute l'histoire, quoi. Ouais. Et donc peut-être que moi c'est un match, il me plaît. Titan Dolphins, ça me plaît. Et j'ai peur de comment dire. Moi j'ai peur qu'on perde. Parce que si on perd, genre mardi, je vais que en entendre parler. Et voilà. Est-ce que vraiment, avec mon équipe en 5-8, je vais venir voir ton équipe qui serait en 9-4 et dire putain, on nous a fumé? Oui. Non, franchement, non. Si. Avec ton bonnet, là, c'est sûr. Non, alors, je nous mettrai en top équipe, parce que je rappelle que, voilà, quand tu fais un exploit chez moi, tu peux vite monter en top équipe, mais je serai pas en mode, je vais défoncer les Dolphins, genre. Je préfère nous mettre en top équipe que vous mettre en flop. En vrai, normalement, quoique, en vrai, t'as peut-être pas tort. J'allais dire, les Dolphins, depuis le début de la saison, ils battent les équipes faibles, ils perdent contre les équipes vraiment très fortes. Non, de toute façon, il n'y a pas de scénario. Là, celui-ci, je le garde pas pour 2-minute warning. Je réfléchis même pas à savoir si je mets les Dolphins ou pas. Je réfléchis à savoir si je vous mets plus de 15 points ou moins de 15 points d'écart. Ouais. Pour moi, il n'y a pas, en plus, pour compléter sur ce match, c'est pas comme si nous, dans l'autre sens, on pouvait enflammer le match et se dire, on va vous ouvrir. Depuis le retour de Jalen Ramsey, même vos cornerbacks sont effrayants.
limite c'est le front seven où il y a encore des petites ouvertures et où Derrick Henry, si on a le premier drive, tu vois, on peut se dire, vraiment, le seul monde où je vois les Titans rester un peu longtemps dans le match, et on a la première possession, on fait un drive de 9 minutes qui finit par un TD d'Henry, après qu'il ait fait 60 des 80 yards qu'il aura remonté, quoi. C'est vraiment le seul monde où j'imagine une première mi-temps serrée et du coup un match qui dure un peu, mais sinon je vois pas trop où ça va. J'y crois pas trop. Bien écoute Alex, on va avoir l'occasion de pronostiquer tous ces matchs, même si là vous l'aurez compris, on n'est pas très optimiste pour les Titans. Je te laisse prendre la liste, on va passer au 2-minute warning. Et comme toujours Alex, tu peux dérouler les matchs l'un après l'autre. Le 2-minute warning qui, vous l'aurez compris cette semaine, va vraiment durer 2 minutes avec notre timing. On va essayer de pas trop réfléchir sur les matchs. C'est parti, je te laisse commencer. Eh ben, Bucks Falcons. Falcons. Rams Ravens. Ravens quand même. Ravens. Lyon Bears. Les Lions. Les Lions aussi. Colts Bengals. Les Bengals. Les Colts. Jaguars Browns. Les Browns. Les Browns aussi. Panthers Saints. Les Saints. Les Panthers. Texans Jets. Les Jets. Les Texans. Vikings Riders. Ah, il est sale celui-ci. Les Riders. Vikings. Seahawks Niners. Niners. Bills Chiefs. Les Bills. Les Chiefs. Broncos Chargers. Les Chargers. Les Broncos. Et Eagles Cowboys. Cowboys. Eagles. Titans Dolphins. Packers Giants. Packers. Putain, ils sont chauds, je voulais être en mode rapide tout le temps, mais waouh. Beaucoup de différences encore cette semaine, mais beaucoup de matchs serrés, c'est une bonne nouvelle. Ouais. J'espère être rentré pour la Red Zone dimanche. Je serai posé tranquillement devant la Red Zone. Ah, je vais être bien. Je vais pouvoir regarder parce que je suis tout seul chez moi ce week-end. Donc, du coup, je vais pouvoir regarder la Red Zone sur la télé, ce qui est assez rare. Ah, d'habitude, ordinateur, pareil pour moi. D'habitude, c'est ordinateur. C'est ça. C'est ordinateur, petite note, etc. Et là, ce sera la télé. Non, bah écoute, moi j'espère. Enfin, je sais que j'aurai le temps de revoir les matchs avant mardi, mais je ne suis pas sûr de les voir en direct ce week-end, ce qui est très rare. Et d'ailleurs, faudra voir. J'en profite vu qu'on est quand même bien dans notre timing. Faudra voir le timing des épisodes autour de Noël et du Nouvel An, puisque je crois qu'on a 2 dimanches qui tombent genre le 24 et le 31. Oui. Ou peut-être que les rewinds ne se feront pas des mardis, mais peut-être plutôt des mercredis pour nous laisser le temps de revoir les matchs, parce que... Ah non, moi ce sera clairement Noël, NFL. Voilà, c'est le mieux. Ouais, je pense que je vais essayer de faire cette fameuse technique où j'ai mal digéré une huître et où je passe la soirée comme ça, sur les toilettes, avec le portable. C'est le seul moyen de pouvoir regarder les matchs le 24 et le 31. Yes. Bon Alex, on est magnifique dans notre timing, puisque à l'instant même où je parle, nous sommes sous les 35 minutes. On va donc se laisser là. On a réussi notre pari de tenir dans le créneau qu'on avait. On rappelle le front office sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Activez la petite cloche pour ne pas rater les sorties d'épisodes et surtout pour avoir toutes les infos en temps et en heure si vous n'êtes pas encore mis de rappel pour la Game Zone qui, on le rappelle, jeudi 14 20h30 sur nos chaînes YouTube et Twitch. En attendant, on vous souhaite un bon week-end de football américain et vive le football.